Personnes qui se sont... C'est bon. On va recommencer. Alors, bonjour à tout le monde. Merci aux personnes qui se sont déplacées ici pour être avec nous aujourd'hui. Et merci aux personnes qui nous ont joints en ligne. Merci d'être parmi nous. Mon nom est Rachel Chagnon. Je suis professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM. Et avec ma collègue Gémila Caron, qui est ici professeure au département des sciences juridiques, ça nous fait très plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le cadre de notre séminaire thème 9000, qui est un séminaire sur la recherche, les multidisciplinarité et recherche féministe. Je n'ai pas le titre exact avec moi à ce moment-ci. Et ça me fait très plaisir de recevoir la professeure de l'Université du Québec en Abitibi et chercheuse Suzy Basile, qui va nous parler de son plus récent projet de recherche et d'un de ses plus, parce que j'imagine que tu en as plus qu'un, d'un de ses plus récents projets de recherche qui a donné lieu à un rapport qu'on a découvert récemment, qui est le rapport Consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées des femmes des Premières Nations et Inuits au Québec. Donc, la professeure Basile travaille depuis déjà plusieurs années sur les questions de santé, entre autres des femmes autochtones et les questions d'environnement. Et ça nous fait très plaisir de l'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, je te présente, je ne prolongerai pas plus ma petite présentation. Je vais te céder la parole. Merci, Rachel. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Suzy Basile. Je l'ai dit, je suis originaire de la communauté atikamekw de Montéchi, en France ici. Mais j'habite en Abitibi-Témiscamingue depuis une quinzaine d'années maintenant, où j'habite, et où je suis aussi professeure à l'École d'études autochtones de l'UQAM, et je suis basée à Val-d'Or. Vous avez certainement entendu parler de cette région du Québec dans les dernières années, où ça a passablement avancé. Et, mais ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est juste que ça rejoint différents sujets sur lesquels je travaille. Je veux juste saluer Viviane pour toi que je vois en ligne. Oui, Viviane, je suis contente de te voir. Je ne savais pas qu'elle était inscrite. Non, elle n'est pas inscrite à mon cours, mais on a fait une publicité pour permettre à des gens de se joindre à nous. C'est parfait, voilà. Ça donne de beaux résultats. Donc, oui, le sujet d'aujourd'hui, je vous avertis tout de suite, là, ce n'est pas un sujet facile. Je comprendrais si vous aviez un peu mal au cœur dans tous les sens du terme. Je vais juste vous aviser, ça peut être difficile à entendre parfois, mais malheureusement nécessaire, parce que c'est un sujet, en effet, qui a été très peu documenté au Québec jusqu'à tout récemment. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, dès 2019-2018, avec des collègues, avec des gens de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, dont vous voyez le logo, parce que c'est le partenaire principal de cette recherche ici. Nous étions conviés à différentes rencontres, discussions sur des sujets de santé des peuples autochtones en général, et le sujet des stérilisations dans l'ouest du pays avait été quand même déjà passablement documenté, fait toujours l'objet d'ailleurs de recours collectifs qui sont à l'étude présentement, etc. Et au Québec, on se disait, et c'est ce que je disais à Rachel juste avant que le cours débute, on a, pour ma part, puis celle de mes collègues, dans nos familles, quelque part, quelqu'un qui a eu une expérience du genre où on a entendu parler que, par exemple, je prends l'exemple souvent de ma propre grand-mère qui a passé 4 ans dans un sanatorium en raison de la tuberculose, et on a de fortes raisons de penser qu'elle aurait peut-être été stérilisée parce qu'elle était très jeune quand elle est sortie de là et n'a plus eu d'enfant après son séjour en sanatorium. Et on sait que c'était une pratique à l'époque dans l'ouest du pays, au début du siècle dernier, que de stériliser les personnes qui avaient la tuberculose. À l'époque, on pensait que c'était transmissible de la mère au fœtus, qui s'était avéré faux avec la science qui a évolué et tout, mais c'était une pratique courante. Donc, on peut supposer, penser qu'il y aurait eu probablement beaucoup de personnes autochtones, parce que c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages chez les peuples autochtones au Canada, donc mélanger à ça la supposition de l'époque. Donc, juste pour vous dire que déjà, dans les dernières années, on se disait entre nous que il y avait certainement quelque chose à investiguer davantage, à documenter, tout moins, mais je vais y revenir dans un instant avec notre présentation. Je vais commencer. Donc, le plan rapidement.
On commence par honorer les personnes qui nous ont partagé leur petite perspective historique et contemporaine sur les stérilisations au Canada, mise en contexte et étapes de la recherche, méthodologie, les résultats, les principaux constats que nous avons constatés et les recommandations que nous avons documentées aussi. Donc, comme je le disais à l'instant, pour l'ensemble des participantes, sans qui cette démarche de recherche aurait été vaine. Pour celles qui font preuve d'un courage indescriptible en racontant leur vérité. Pour celles qui nous ont fait l'honneur de leur confiance, du plus profond de notre cœur, merci, parce que vraiment, c'est un sujet extrêmement sensible. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, mais en plus, ces sujets-là, les sujets de la santé d'abord, mais aussi relatifs à la sexualité, tout ça, en milieu autochtone, c'est encore très tabou dans certaines nations, chez certains groupes d'âge aussi. Donc, on savait qu'on avait devant nous un sujet extrêmement, encore plus sensible, je dirais, au contexte autochtone. Et aussi le fait que dans la majorité des personnes autochtones qu'on a rencontrées dans cette recherche-ci, mais dans d'autres, la confiance envers le système de santé est quasi nulle, très, très faible. Donc, ils n'avaient pas envie, de toute manière, de se plaindre ou de parler de ces sujets-là autrement. Et j'ose espérer, grâce à la manière dont on a mis en place cette recherche-ci, les partenaires autochtones qu'on avait évidemment avec nous là-dedans, et la manière dont on s'y est pris, ça a fait qu'on a pu créer un lien de confiance qui a fait en sorte que plusieurs, même des femmes, se sont manifestées à nous. Dans certains cas, on les a approchées, mais dans d'autres cas, c'est elles-mêmes qui nous ont dit, moi, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais parler, et voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Une note au lecteur, pour plusieurs, la stérilisation imposée est une réalité méconnue et incompréhensible en raison du degré de violence que ce geste implique. Toutefois, encore aujourd'hui, des femmes autochtones subissent d'importantes violations de leurs droits dans un contexte de soins en gynécologie et obstétrique. Les témoignages qui émanent de cette recherche, aussi sensibles et bouleversants soient-ils, viennent affirmer la nécessité d'aborder ce sujet de c'est tout ce que je viens de dire. Donc, très rapidement, je suis certaine que vous connaissez ces notions-là, mais c'est juste pour situer un peu, comme je le disais tantôt, pourquoi on a fait cette recherche-ci. Bien, l'eugénisme, cette philosophie-là, on peut l'appeler comme ça, aussi a eu ses entrées au Canada. Cette idée qu'un peuple est meilleur qu'un autre, une couleur de peau est plus belle qu'une autre, cette idée qu'il y a des gens moins intelligents que d'autres en raison de leur origine ethnique, etc. Ça a évidemment fait en sorte qu'il y a eu des répercussions sociales importantes à travers le monde. Je ne reviendrai pas à la Seconde Guerre mondiale, c'est grandement basé sur cette philosophie-là, mais aussi ici au Canada, où l'eugénisme a pris place plus dans les provinces de l'Ouest que vers le Québec, notamment en Alberta, où il y avait jusqu'en 1972 la Sexual Sterilization Act, et aussi en Colombie-Britannique, un acte respecting sexual sterilization jusqu'en 1979. Et dans le premier cas, celui de la Colombie-Britannique, malheureusement, il ne resterait aujourd'hui qu'environ 10% des archives de cette période-là. Donc, on a perdu à travers le temps beaucoup d'informations, contrairement à l'Alberta, où il y avait quand même toujours aujourd'hui l'accès à des dossiers qui permettent de confirmer que ces pratiques-là ont eu lieu. Et se sont quand même arrêtés il n'y a pas si longtemps, si on regarde le temps. Il y a eu également d'autres cas dans les autres provinces canadiennes, mais si on revient, par exemple, en Ontario, où il y avait également, sans être une loi en soi, mais une procédure, si vous voulez, by lock and key, qui concernait principalement les femmes qui étaient internées pour différentes raisons, mentales, etc., où on les obligeait à devoir subir une stérilisation pour pouvoir être libérées de ces hôpitaux-là. Donc, c'était du reste, si tu n'acceptes pas d'être stérilisé. Donc, on peut penser que plusieurs ont accepté par la forme des choses. Et voilà, donc à travers ces travaux-là, il y a quand même aujourd'hui des limites importantes à retracer et accéder à ces archives-là. Comme je le disais tantôt, la situation a été documentée dans l'ensemble du pays, incluant les 3 territoires canadiens. Et au Québec, on avait
quelques documents, quelques articles qui disaient qu'il n'y avait rien au Québec de documenté sur le sujet, donc on n'était pas plus avancé. Et là, c'est moi qui dis ça, là, une petite parenthèse, c'est une des théories que mon étudiante Patricia Bouchard, que j'aurais dû nommer dès le départ de la présentation, son nom était sur le cover. C'est l'étudiante au doctorat qui travaille avec moi sur le sujet. Et une des hypothèses sur lesquelles elle va se pencher, elle est en train de se pencher prochainement, c'est peut-être qu'au Québec, la prépondérance de la religion catholique, la grande place que la religion catholique a occupée pendant longtemps, a peut-être justement fait en sorte qu'il y a eu peut-être moins de performances eugénistes, si vous voulez, au Québec ailleurs. Hein. On va se rappeler que le précepte était de dire aux femmes québécoises, canadiennes, françaises de l'époque de faire le plus de bébés possible. Hein. Ça a donné des familles très, très nombreuses. Il y a de ces enfants qui sont toujours, qui sont adultes aujourd'hui et qui viennent de cette période-là. Donc, est-ce que ça serait une des raisons pourquoi le mouvement eugéniste n'aurait pas eu tant que ça là, de présence au Québec? C'est quelque chose qui reste à vérifier. Donc, mais l'absence de loi ne signifie pas qu'il y a eu justement l'absence de stérilisation imposée. Et comme je le disais, c'est un phénomène documenté dans l'ensemble du pays et ailleurs dans le monde aussi. On peut penser au Pérou notamment, au Guatemala, aux États-Unis aussi, où il y a eu quand même beaucoup de travaux là, qui ont mis au jour des politiques gouvernementales qui faisaient en sorte qu'on procédait à des stérilisations de masse et là-dedans, une grande majorité de personnes autochtones étaient visées par ces politiques-là. Donc, je reviens à il y a quelques années, en Saskatchewan, on va assister à la dénonciation faite par quelques femmes au départ, 3 ou 4 femmes autochtones qui ont dénoncé le traitement qu'elles ont eu dans les hôpitaux de cette région-là, on n'a pas nommé la ville de Saskatoon, où elles ont subi des stérilisations imposées ou encore de fortes pressions pour accepter, par exemple, un avortement, parce qu'on considérait la jeune femme irresponsable, trop jeune, etc. Et on profitait du moment pour la stériliser en plus. C'est un des cas, notamment, qui a été documenté. Et les autres femmes se sont jointes au fil du temps à un repas collectif là, qui a débuté en 2017. On parle de plus de 100 femmes aujourd'hui qui sont dans ce repas collectif-là pour cette province-là. Et il y a également eu, à partir de cette période-là, des pressions pour faire la lumière sur cette violation des droits fondamentaux de ces femmes autochtones. Et en 2018-2019, le gouvernement fédéral va mettre en place une table fédérale, une table ensemble du pays. En fait, c'est un comité, il faut dire, sur la compétence culturelle en santé. Et le gouvernement du Québec n'y participera pas. C'est toujours le cas aujourd'hui, considérant à l'époque, selon sa réponse, qu'il n'y aurait pas eu de cas de femmes autochtones stérilisées au Québec. On n'en a pas eu de... Il n'y a aucune femme qui nous a téléphoné pour nous dire qu'elles avaient été stérilisées. Donc, c'était pas nécessaire d'y participer. Puis l'autre raison aussi évoquée, c'était que au Québec, la santé, c'est de compétence provinciale uniquement. Donc, pourquoi assister à des travaux fédéraux sur le sujet? Ce qui est pas, en fait, ce qui est à corriger, parce que dans le cas des Premières Nations, des réserves indiennes, entre guillemets, communautés autochtones, la santé, c'est une compétence partagée provinciale et fédérale. Donc, cela dit, dès 2019, nous, moi et les collègues, nous avons rédigé une lettre ouverte qui a été publiée à ce moment-là qui dénonçait cette position-là parce qu'on disait c'est pas possible de dire qu'il n'y a pas eu de stérilisation au Québec parce qu'il n'y a pas eu de recherche sur le sujet, donc on va affirmer qu'il n'y en a pas eu. Et moi et Marjolaine Sioui, la directrice de la Commission de la santé, avons assisté en janvier 2020, donc juste avant que tout ferme, que la pandémie fasse son œuvre. On a assisté à une conférence nationale à Ottawa sur le sujet et c'est là qu'on s'est regardé et on s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour le Québec. On sait qu'il y a des cas, entreprenons une recherche sur le sujet. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a entamé les discussions pour lancer justement la première recherche au Québec pour permettre aux femmes de nous parler du sujet. On a débuté par des rencontres avec différents partenaires autochtones, des organismes autochtones. Et je vous ramène en septembre 2020, le décès de Mme Joyce Echaquan est arrivé. Et nous, on avait déjà entamé des travaux de discussion pour la mise en place d'un comité régional, donc pour le Québec, pour cette recherche-ci. Et les deux événements, on vient d'en voir l'un avec l'autre, sauf qu'on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à observer ou à regarder de proche dans le système de santé au Québec. Hein? Il semble y avoir des petits problèmes avec l'accès aux soins pour les personnes autochtones, les femmes en l'occurrence.
Donc, l'objectif de cette recherche-là était de pallier le manque de données sur la stérilisation imposée de femmes des Premières Nations et Inuits au Québec, de permettre à ces femmes de faire connaître leur histoire, de témoigner dans un cadre respectueux des principes de recherche avec les peuples autochtones. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment pris soin de mettre en place, on croit, une procédure respectueuse, un filet de sécurité également pour les accompagner là-dedans. Donc, l'idée était aussi de documenter les cas de stérilisation imposés et aussi de violence obstétricale, parce qu'on savait que dans certains cas, les femmes avaient subi des pressions pour accepter au final une ligature ou une hystérectomie. Et elles ont été capables de résister, elles ont maintenu leur point, leur nom, mais ont quand même vécu tout un spectre de violence obstétricale à travers leur parcours dans le système de santé. Et on voulait aussi les entendre, c'est pas parce qu'au final, elles n'ont pas été stérilisées qu'elles n'avaient pas une histoire à raconter. Donc, nous voyons que l'absence de données n'a pas été un indicateur fiable pour affirmer qu'une telle pratique n'a pas eu lieu. Donc, je passe rapidement les détails, mais c'est quand même important. La procédure que nous nous sommes donnée pour mettre en place cette recherche, donc la signature d'un protocole d'entente entre les institutions, la création d'un comité régional, comme je viens de vous dire, avec 9 partenaires autochtones, le développement des différents instruments de collecte de données, l'obtention de la certification éthique, évidemment, bien sûr. Une attention particulière de porter au filet de sécurité, je viens de vous en parler, pour ne pas laisser les personnes avec leur histoire en plan après nous avoir parlé. Bien sûr, on s'assurait qu'elles avaient tout le support nécessaire. Nous avons lancé une campagne de communication bilingue, je devrais même dire trilingue dans certains cas, parce que plusieurs traductions ont été faites en langue autochtone, d'entrevues à la radio, par exemple, de communiquer sur Facebook, des choses comme ça. Et je vous rappelle que c'était la pandémie, donc on était vraiment en mode virtuel la plupart du temps. On a, dans certains cas, réussi à aller dans certaines communautés pour faire des entrevues, mais malheureusement, souvent à la dernière minute, soit que les vols étaient cancellés ou que les communautés elles-mêmes fermaient leurs portes à toute entrée ou venue. Donc, il y a certains cas où on n'a juste pas pu se rendre et rencontrer des femmes qui nous disaient « Je veux vous rencontrer en personne pour vous raconter mon histoire. Dans ce contexte-ci, je tiens à ce que ça se fasse en personne. » Et malheureusement, il y a des personnes qu'on n'a pas pu rencontrer, mais je vais y revenir. Donc, nous avons recueilli des témoignages entre mai 21 et janvier 22. Donc, ça fait un an que c'est terminé, la collecte de données. Nous avons procédé à une première analyse et la rédaction d'un rapport préliminaire qui a été soumis au comité régional en juin dernier. En mai, plutôt. Et finalement, nous avons procédé à la rédaction du rapport final et de la validation des résultats à l'été dernier. Et le rapport est sorti au mois de novembre dernier. La composition du comité régional dont je vous parle, nous avons été accompagnés d'une personne aînée autochtone, Mme de Kanawagi, tout au long du processus. Mme Delille était d'un support vraiment important pour nous. Et c'est aussi une tradition, j'ai envie de dire, une manière de faire en contexte autochtone où les aînés ont une très grande place et on s'assure d'être bien accompagnés dans tous les travaux qu'on mène, que ce soit de la recherche ou d'autres types de travaux. Ça va de soi pour nous qu'une personne aînée nous accompagne. Et dans ce cas-ci, évidemment, on a respecté une de nos belles traditions. Donc, l'UQAT, mon université, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, le Conseil écrit de la santé et des services sociaux, la Régie régionale de la santé du Nunavik, du Québec, l'Association des femmes autochtones du Québec, bien sûr, le Conseil des femmes élues de l'Assemblée des Premières Nations du Québec qui nous a accompagnés aussi, tout comme l'Association des femmes CRI, et aussi le bureau de la sénatrice Yvonne Boyer, qui est une femme métisse, qui est toujours sénatrice aujourd'hui et qui a mené, je ne sais pas si les lectures obligatoires que je t'avais envoyées font partie de ce qu'elles ont reçu, mais elle a piloté les travaux du comité sénatorial sur les droits de la personne sur le sujet très récemment, avec la publication de 2 rapports. Donc, c'est Mme Boyer qui est aux commandes de ça, qui faisait aussi partie de notre comité régional. Et on termine avec les indispensables avocats. Totalement indispensable. En blague. Mais non, on avait quand même besoin d'avis juridiques, d'un accompagnement sur le sujet avec nous. Donc, on avait des personnes.
Donc, ce que nous avons fait, c'est la mise en place de tout l'appareillage communication, comme je viens de vous dire. Le contexte particulier de la collecte de données, parce que dans certains cas, des femmes me disaient, mon mari ne sait pas, ma famille n'est pas au courant, je veux vous parler, mais comment faire pour assurer évidemment que l'anonymat, la confidentialité. Donc, on avait tout ça aussi à gérer. Dans certains cas, des femmes voulaient être accompagnées d'une personne au moment de l'entrevue, ou avaient besoin d'un interprète, parce que pour oublier qu'au Québec, la majorité des peuples autochtones parlent toujours leur langue autochtone, le français ou l'anglais est une langue seconde. Et pour un sujet aussi sensible que ça, certaines avaient besoin de recourir à leur langue maternelle, c'était tout à fait normal. Donc, on avait parfois une troisième personne dans la discussion pour s'assurer que le partage était, les propos étaient les bons. On a fait la collecte de données en 2 phases. Donc, nous avions une infirmière autochtone à la retraite aujourd'hui qui faisait une première entrevue, si vous voulez, plus pas technique là, quand même, parce qu'il y avait une discussion entre des personnes, mais qui prenait des informations de base sur la situation. Et on offrait aux femmes la possibilité de faire une seconde entrevue en profondeur avec l'étudiante au doctorat, Patricia, dont je parlais tantôt. Et cette seconde phase-là, cette deuxième entrevue-là permettait de mieux situer, d'entendre d'abord le récit de vie de la personne au complet, là, de mieux comprendre où se situait l'épisode de stérilisation ou de violence obstétricale dans l'ensemble de la vie de la personne, mais aussi dans l'ensemble des traumas que plusieurs personnes autochtones, malheureusement, ont fait face dans leur vie. Et malheureusement, pour plusieurs d'entre elles, la stérilisation, c'est un élément parmi d'autres, je ne veux pas minimiser, c'est pas ça, là, mais dans la même famille, dans la même cellule familiale ou la même personne, on va avoir quelqu'un qui a subi une stérilisation, qui a fait des pensionnats, qui a un enfant perdu dans le système de santé au Québec, qui a vu de ses petits-enfants écrits par la protection de la jeunesse, qui a eu des épisodes de violence familiale. Bon, je vais m'arrêter là. Vous avez compris qu'on voulait mieux comprendre le spectre, l'ensemble, le portrait, si vous voulez, des différents traumatismes que ces personnes vivent, et ça très récemment. Je ne parle pas d'histoire de la 120, là, c'est dans les 30-35 dernières années. Donc voilà, ça nous a permis de mieux comprendre le contexte. Évidemment, le filet de sécurité a été très utile. On rappelait les personnes ensuite, on s'assurait qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles avaient le support, soit de leur communauté immédiate ou encore d'autres ressources que nous avions à leur disposition pour qu'elles puissent parler à quelqu'un si elles avaient besoin et nous contacter évidemment n'importe quand elles en sentaient le besoin. Mais pour plusieurs, elles nous disaient enfin, plusieurs, c'était la première fois qu'elles racontaient leur récit, puis pour plusieurs d'entre elles, ça a été libérateur. Elles nous en ont parlé dans le mois qu'on suivi en disant j'ai bien fait de parler. Bon, nous avons procédé évidemment à la transcription des entretiens, la codification nécessaire parce qu'on voulait anonymiser, bien sûr, le tout, et une analyse détaillée là, des récits. Ça a été la partie, je vous dirais, la plus difficile là, parce que c'est de loin la recherche la plus difficile que j'ai pu mener jusqu'à aujourd'hui. Dans mon cas, en plus, c'est le cas des autres membres de l'équipe aussi, c'est que sans connaître personnellement les femmes, pour moi, c'était des sœurs, des cousines, des tantes, des grands-mères. J'arrivais à faire des liens directement avec ma propre famille, ma propre communauté. C'est encore plus, ça me touche personnellement aussi parfois. Puis c'est arrivé qu'il y a des gens que je connaissais. Là. Donc, là, je comprenais, j'étais OK. Là, je viens de comprendre une série de d'autres événements du passé qui permettaient de mieux comprendre encore le parcours de cette femme d'enfant. Mais ce n'est pas le but de la recherche, là, mais juste pour dire que nous, à travers ça, il fallait aussi s'entourer, puis on pouvait, entre la petite cellule des 2, 3, 4 personnes qui avaient accès aux données, se parler entre nous pour brasser tout ça parfois, puis se rendre compte que c'était ça nous dépassait. Là, on ne s'attendait pas à tant de violence, je veux dire comme ça, que ça. Donc, au départ, on s'était dit une vingtaine, 25 personnes peut-être qu'on pouvait évaluer grosso modo avec nos réseaux de connaissances. Bon. Finalement, on a eu 35 personnes qui nous ont parlé. On voit le découpage ici, là, 14 femmes à Tikamek, 10 personnes Innu, 5 personnes à Anishinaabe, 4 personnes Innu et 2 personnes Inuit, pour un total de 35. La plus jeune, lors des événements mentionnés, avait 17 ans, la plus âgée, 46. Et on parle d'une période entre 1980 et 2019. C'est très récent quand même. Donc, c'est les récits qui nous ont été rapportés.
Au moins une vingtaine d'autres femmes au Québec ayant vécu des stérilisations imposées ou une autre forme de violence obstétricale n'ont pas pu être rencontrées, je le disais tantôt, principalement à cause de la COVID ou des circonstances là, de la vie qui a fait qu'on n'a juste pas pu les rencontrer. Donc, une bonne vingtaine de personnes certainement. Et depuis la sortie du rapport en novembre dernier, le téléphone a sonné, les courriels sont rentrés, les messengers aussi pour les personnes qui se sont manifestées en disant « Moi, j'ai aussi une histoire que je veux vous raconter, etc. » Et on sait aussi, à travers d'autres projets de recherche, qu'il y a des personnes qui ont pu mentionner le fait, on n'a pas fait de collecte de données, là, mais mentionner le fait qu'elles auraient une de ces expériences. Donc, on est en train de réfléchir présentement à une phase 2 et on se demande si on ne dépassera pas le nombre de France. Et aussi, on n'a rien dit, on n'a pas annoncé quoi que ce soit encore, donc il est possible que le fait qu'on relance un autre volet de recherche le fasse sans sûr que certaines fassent pas cette fois-ci. On verra. Donc, le nombre de cas documentés dans le présent rapport, c'est une sous-estimation de l'année. Et aussi, le contexte entourant la recherche peut avoir été un frein pour dévoiler ce pan de leur vie. Comme on disait tout à l'heure, en ligne, Zoom, enregistré, etc., ça a pu avoir pas arrêté, mais peut-être certainement freiner certaines personnes de nous parler via les technologies. Ici, on a le découpage également des différents types d'interventions dont il a été question. Donc, stérilisation imposée pour 9 des témoignages, stérilisation imposée et violence obstétricale pour 13 d'entre eux. Un sujet dont on ne s'y attendait pas dans la teneur, avortement imposé également, 3 dans ce cas-ci. Des cas de violence obstétricale seulement, là, je mets un guillemets, seulement dans le sens, parce que, comme je le disais en début de présentation, il y a des cas où les femmes ont réussi à ne pas se faire ligaturer, donc, on a quand même entendu là ici, 6 d'entre elles. Et des témoins, on a 4 personnes qui ont été soit témoins d'actes, soit à travers leur emploi passé, ou encore ça concerne quelqu'un de leur famille immédiate et n'est pas en mesure de parler, soit elle est décédée ou mandatait quelqu'un d'autre pour le faire pour elle. Donc, c'est des individus qui ont été quand même rencontrés et qui ont assisté à des actes dans le cadre de leur profession ou dans le contexte familial. C'est ce que je dire. Ici, nous avons décidé de mentionner quand même certains endroits où les choses semblent se répéter. Des villes où il y a eu au-delà de 5-6 témoignages qui nous les rapportaient, donc les villes de Roberval, de La Tuque, de Val-d'Or, de Joliette et Sept-Îles. Ça ne veut pas dire que les autres villes n'ont pas été mentionnées, c'est juste qu'il peut y avoir eu qu'un seul ou voire 2 cas qui nous ont été rapportés. Je pourrais remarquer que c'est la rive nord du Saint-Laurent d'Est-en-Ouest. C'est le Québec au complet. Et c'est un des constats qu'on a constaté, voilà, avec l'analyse des données. Donc, les résultats, j'y arrive. La majorité des participantes étaient âgées, comme j'ai dit tantôt, entre 17 et 33 ans lorsqu'elles ont été soit stérilisées, oui, alors que sur le plan biologique, la meilleure période pour porter des enfants se situe justement dans ces âges-là, soit entre 20 et 35 ans. 63% des participants se sont vus proposer la ligature des trompes comme moyen de contraception, peu importe leur âge ou le nombre d'enfants qu'elles avaient eu déjà. Donc, dans certains cas, ces premières grossesses, premiers bébés, on propose la ligature. C'est un peu particulier quand on pense qu'il y a quand même de moyens de contraception disponibles au Canada. Puis là-dessus, petite parenthèse, la contraception est devenue légale au Canada en 1969. Alors qu'on distribuait déjà largement la pilule dans les réserves indiennes avant ça. Fin de la citation, la parenthèse. Donc, vous voyez que des fois, il y a des fois de mesures où on détournait même la loi avec des fonds canadiens pour distribuer ces contraceptifs-là dans le pays. Les stérilisations ont été réalisées de manière précipitée dans plusieurs cas, souvent après un accouchement, tout de suite après. Alors que les participantes n'avaient jamais parlé de la contraception avec leur médecin lors de leur suivi de grossesse et qu'aucune raison médicale ne justifiait l'empressement à réaliser cette intervention-là. Il faut savoir que la ligature n'est pas un acte dit d'urgence, c'est pas comme
crise cardiaque, là, on ne pose pas la question à la personne est-ce que je dois intervenir ou pas, on agit. Et dans ce cas-ci, l'obligation n'est pas considérée comme un acte d'urgence. Donc, on s'explique mal pourquoi c'est souvent proposé de manière précipitée et avec répétition, là, comme ah ouais, vous êtes là, vous êtes déjà installé pour. C'est pas long, l'obligation, hein, c'est 2 minutes, c'est très court. Et dans plusieurs des cas, les femmes ont suivi ça tout de suite après une césarienne. Donc, les dispositions étaient là pour procéder à cet acte sans souvent même qu'elles le sachent. Elles vont l'apprendre des années plus tard qu'elles ont suivi l'obligation. Alors ici, on a, puis vous pouvez consulter le rapport pour plus de détails encore, là, pour certains des cas, où, par exemple, la personne va, on dit ici les motifs d'hospitalisation, abdominoplastie ou encore, un accouchement, bien sûr, ou des menstruations abondantes. On voit l'âge des participantes, 25, 28, 22 ans, et on va aussi pouvoir constater qu'elles ont subi une stérectomie à 25 ans, là, c'est quand même très, très jeune. Et sinon, d'autres formes d'intervention comme la ligature. Et dans certains cas aussi, certains nous disaient j'ai eu une hystérectomie très jeune, mais aucun suivi médical par rapport à ça par la suite, aucun traitement hormonal. Fait qu'elles ont des gros problèmes d'ostéoporose ou dentaire aussi, parce que ça affecte beaucoup cette partie-là chez les femmes, je dirais. Et le fait qu'elle n'ait pas eu d'hormonothérapie a fait chez elle des problèmes de santé là, tout au long de leur vie, finalement. 13 des participants, donc 37%, ont subi des violences obstétricales en plus d'une stérilisation imposée. Donc, on parle d'un continuum de violences vécues lors de plusieurs accouchements et culminant avec une stérilisation imposée dans plusieurs des cas. Pour d'autres, on parle de violences obstétricales et stérilisation imposée lors d'une première grossesse ou d'un accouchement. Donc, voilà. Et vous pouvez consulter le tableau aux pages 48 et 44 pour en savoir plus sur les caractéristiques des participantes ayant subi cette stérilisation-là ou cette violence obstétricale. Je vous le disais tout à l'heure, 3 des témoignages nous rapportent des avortements imposés, sujet qu'on n'avait pas vu venir, on n'avait aucune question là-dessus, puis dans le récit de la personne, c'est arrivé que « Ah oui, mais ça, c'est après mon avortement. Okay. » Oui, mais ils m'ont déjà avorté, tu sais, là, on continue son récit, puis là, on a fait pardon, vous vous répétez. Là, on s'arrêtait sur le sujet en disant mais, comment ça, l'avortement imposé. Puis ça nous rappelait que dans l'Ouest canadien, justement, des cas qui sont aujourd'hui parmi les recours collectifs semblent avoir été du même ordre. Donc, on a décidé de mettre en lumière dans le rapport, puis peut-être éventuellement dans une prochaine recherche, là, vraiment porter une attention particulière à ça, parce que peut-être qu'on n'a juste pas posé la question parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc. Là, vous allez voir qu'on a quand même pris la peine de mettre beaucoup de citations, de paroles des femmes dans cette présentation-là, puis il y en a aussi beaucoup dans le rapport parce qu'on trouvait vraiment important de leur donner la parole, de les entendre avec leur propre mot à elles, même si parfois ça peut être très difficile, et ça nous donne le ton. Donc, une d'entre elles dit « Je dirais une rencontre tellement difficile pour moi, et il fallait que je dise oui, là, puis je n'étais pas capable de dire oui. Puis là, je disais « Laissez-moi encore le temps. Je vais y réfléchir. » On parle de ligature ici. Donc, c'était comme exigeant que je me fasse avorter. Puis, moi, j'ai été tellement convaincue de faire cette interruption. Des fois, je regrette tellement d'avoir signé, d'avoir dit oui. Puis, je ne voudrais pas que cela arrive à d'autres personnes. Je on parle de l'avortement ici, non pas de ligature. Mais c'est juste pour vous montrer le niveau de pression qu'il y a pu y avoir là, sur plusieurs femmes. Une autre dit, en parlant de sa conjointe, un homme décrit la manière dont le personnel médical exerçait des pressions pour la convaincre de subir un avortement. Le bébé est finalement né en bonne santé. Ils l'ont incité à avorter, à ne pas mener le bébé à terme sous prétexte qu'il était difforme. Donc, on donnait, c'est ça, des raisons là. Des raisons pour que la personne accepte un avortement. Et dans ce cas-ci, c'est un des cas qu'on n'a pas calculé dans les 3 là, parce qu'elle a réussi à y échapper. Donc, les principaux constats suite à l'analyse de l'ensemble des témoignages sont les suivants. Ça se décline en 4. Donc, mise à mal du consentement libre et éclairé des patients, méfiance, crainte et évitement des services de santé, traitement différentiel dans les hôpitaux,
Et finalement, âge des patientes et circonstances de stérilisation. Donc, le premier des 4 constats, ben, ça nous amène à démontrer qu'il y a eu de multiples atteintes à l'exercice du droit au consentement. La barrière de la langue aussi est extrêmement importante. Hein. Dans aucun des 35 témoignages, un service d'interprète a été offert à la personne pour quelque chose d'aussi important. Il y a d'autres problèmes de santé aussi importants, on s'entend, mais dans ce cas-ci, on aurait pu prendre la peine, surtout dans les hôpitaux où le service est déjà accessible pour certaines langues autochtones, de s'assurer que la personne donne un consentement libre et éclairé. Il y a eu aussi l'absence de formulaire de consentement ou très peu d'informations sur son contenu et sa portée. Les enfants nous disaient, j'ai signé, oui, mais il n'y avait rien d'écrit. Donc, on leur faisait signer un formulaire. Les ligatures réalisées à l'insu des participantes ou présentées durant le travail d'accouchement avec insistance, hein, pas de temps pour réfléchir ou encore moins d'obtenir un second avis. Plusieurs femmes nous ont raconté l'avoir su plusieurs années après, en fait. On ne leur a pas dit qu'on a fait ligature. Ils vont par la suite essayer d'avoir d'autres enfants, ça ne marchera pas, vont consulter, mais ça, on leur dit, moi, madame, vous êtes ligaturée depuis 4 ans. Vous ne le savez pas, c'est comme ça qu'elles vont l'apprendre. D'autres, ça va être un peu plus court que ça, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais quand même, on ne leur a pas dit, elles ne l'ont pas su. Aussi, bien, il y a des enjeux importants qui se superposent ici, dont l'absence d'information et le contexte inadéquat de faire pression pour que la personne accepte verbalement souvent, ou pas du tout, dans plusieurs cas, d'être ligaturée, surtout en plein travail au moment de l'accouchement ou tout de suite après. Je ne sais pas si c'est pour des enfants ici, c'est loin d'être le moment de poser cette question-là. Ça doit être convenu à l'avance. Donc, citation ici, je n'avais rien signé pour être ligaturée. J'allais très bien encore. Ils l'ont décidé sans mon consentement, sans ma signature. Ils l'ont fait pendant ma césarienne. Une autre dit, il faut s'assurer qu'elles, les femmes, comprennent ce que ça veut dire les mots. Parce que moi, hystérectomie, ça ne me dit rien. En même temps, je ne connaissais pas ces mots-là. Il ne m'a jamais expliqué non plus ce qu'il, le médecin, allait me faire. Donc, dans plusieurs fois, on n'a même pas pris la peine de leur expliquer ou de tenter de leur donner de l'information pour le sujet. Une autre dit, vous me disiez tantôt que parfois, ce n'était pas toujours évident de comprendre le français. Est-ce que ce docteur-là vous a déjà proposé d'être accompagné d'avoir une interprète? La dame répond non, pas du tout. Une autre ici qui dit, j'ai développé une infection et le chirurgien est venu me voir environ 3 jours après l'opération pour me dire, eh bien, pendant que j'y étais, j'ai décidé d'enlever votre utérus. C'était la première fois qu'on m'en parlait. Une autre personne dit, mais là, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait après avoir subi un curetage dans ce cas-ci. Vous n'avez pas eu d'autres enfants après ça? Non, non. Puis, est-ce que vous avez eu d'autres examens gynécologiques dans les années qui ont suivi? Oui, j'avais été voir un gynécologue et il m'a dit que j'avais été ligaturée. Mais je ne savais pas, moi, que j'avais été ligaturée. Je lui avais dit que je voulais avoir d'autres enfants par la suite. Et ça aussi, c'est peut-être que je devrais rajouter dans la présentation. Nombreuses des femmes ont dit, moi, j'ai dit lors de mon accouchement que je voulais avoir d'autres enfants. Moi, j'ai insisté pour dire non, je ne veux pas me faire ligaturer, je veux avoir d'autres enfants plus tard. Malgré ces souhaits-là, vraisemblablement, on ne les a pas. Le deuxième des constats, et non le moindre, c'est la méfiance, les craintes et l'évitement des services de santé au Québec par plusieurs personnes autochtones. Et ici, je vous apprends rien, là, si vous lisez le rapport de la commission bien qui a été publié en 2019. Il y a un chapitre entier qui fait état de la situation où on démontre très bien justement le système d'évitement des soins de santé. Souvent, les personnes autochtones vont se ramasser à l'urgence parce qu'elles vont avoir évité pendant trop longtemps des consultations médicales et là, vont arriver avec des problèmes majeurs de santé. Et là, les chiffres font en sorte qu'on a des statistiques exponentielles. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a eu tout un processus d'évitement en raison des craintes de plusieurs personnes, hommes comme femmes, rendus là. Et voilà, le rapport de la commission bien fait état de plusieurs autres témoignages qui ne sont pas nécessairement dans l'univers d'obstétrique, qui sont d'autres ordres de problèmes de santé de d'autres ordres. Donc, ici, on parle d'incidents de violence à chacun de leurs accouchements. Plusieurs femmes nous ont raconté que systématiquement, à chacun de leurs bébés, elles ont eu des épisodes de violence, soit verbale ou autre, à l'hôpital.
Une accumulation d'expériences négatives, des propos, des gestes, des attitudes qu'elles vont soit recevoir envers elles-mêmes ou encore être témoins que d'autres femmes autochtones qui sont aussi là au même moment qu'elles vont subir. Et aussi la différence entre les femmes québécoises qui sont là, les femmes non autochtones, si vous voulez, qui sont à l'hôpital en même temps qu'elles et qui, vraisemblablement, sont pas traitées de la même manière. Certaines femmes, je l'ai dit tantôt, vont en prendre leur stérilisation des années plus tard. Donc, tout le choc et le trauma que cela peut provoquer, ça fait en sorte qu'elles ne veulent plus aller à l'hôpital ou encore vont transmettre cette crainte-là à leurs filles, à leurs enfants aussi. Et moi, je connais personnellement des gens qui ont dit, ils se disent entre elles, fais attention si tu as une césarienne parce que tu ne sais jamais ce qu'ils peuvent te faire. C'est vraiment un moment crucial, il faut se surveiller de quoi plus que les répercussions sur l'état de santé global, j'en ai donné un exemple tantôt, sur la confiance envers les services de santé, voilà. La violence dans le non-fait, aussi la non-assistance et l'ignorance délibérée. Plusieurs témoignages ont rapporté justement le fait qu'on minimisait leur douleur, qu'on ne leur proposait pas des calmants ou des analgésiques, etc., contrairement à ce qu'on proposait à la dame qui était juste à côté, puis pour elle, il n'y avait pas de problème. Donc, dans plusieurs cas aussi, où elle demandait une assistance et on leur répondait simplement. Ça me rappelle une vidéo très plate qu'on a vu circuler sur les médias sociaux. Oui. Des participantes n'ont pas consulté depuis de nombreuses années, dans certains cas, plus d'une vingtaine d'années. Pas de gynécologue ou d'autres formes de spécialistes là, pour la santé reproductive. Ça peut occasionner des problèmes majeurs. D'autres citations ici. Puis elle a tout le temps accouché par césarienne. Il fallait que j'aille. Ça, c'est une mère qui parle de ses filles. Elle non plus, elle ne sait pas pourquoi que je voulais absolument assister à son accouchement. Il fallait que je sois là. Tu sais, j'étais inquiète. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont lui faire. Et malgré que ça a changé depuis aujourd'hui, c'est inquiétant pareil. Donc, vous voyez, cette méfiance-là est encore d'actualité et des mères vont systématiquement être à l'accouchement de leur fille pour s'assurer que ça ayant elle-même subi une stérilisation. Une autre dit, j'ai toujours craint d'aller à la clinique. La première fois que j'ai eu un enfant, il n'y avait pas de dossier. Comment dire, ma grossesse ne figurait pas au dossier d'aucune clinique. J'avais peur parce qu'une amie plus vieille avait eu un bébé qui est décédé quelques mois après sa naissance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était elle qui m'avait parlé de la clinique. Et c'est pourquoi j'avais peur d'y aller. J'avais peur, alors je ne suis jamais allée pendant ma grossesse. Et ça, c'est des cas très réguliers encore aujourd'hui de même très jeunes femmes qui vont éviter vraiment les suivis de grossesse par Le troisième constat, l'avant-dernier, c'est le traitement différentiel dans les hôpitaux. J'y ai fait référence tantôt. Souvent, les femmes me disaient être considérées comme des patientes de seconde zone. Elles remarquent qu'elles ne sont pas traitées de la même manière que les autres patientes qui sont là au même moment qu'elles. Elles vont entendre des préjugés, des stéréotypes, des propos dégradants à leur égard. On les considère comme des patientes problématiques et des mères négligentes. Ça, c'est un très fort stéréotype qui suit pour trace encore plusieurs femmes autochtones. Bien sûr, nous sommes toutes des consommatrices d'alcool, on a trop d'enfants et la majorité d'entre nous sont monoparentales. Ça, c'est un stigma qui est encore très présent dans l'imaginaire, du moins dans l'univers de la santé. Et ça fait en sorte que on entend des propos parfois vraiment à couper, à glacer le sang. Il y a aussi le caractère récurrent et persistant de ces formes de violence envers elles, leurs proches ou des membres de leur nation. Comme je le disais tantôt, des jeunes femmes nous disaient qu'à systématiquement, à chacune de leurs accouchements, elles avaient droit à cette année. Et d'ailleurs, plusieurs m'ont invité, puis je ne vais pas faire du mouillage sur l'histoire de Joyce Echaquan, mais on sait qu'elle ne voulait pas aller à l'hôpital Joliette. Elle avait eu un nombre d'expériences négatives à cet endroit-là. Son dernier bébé, elle l'a eu dans un autre hôpital. Elle faisait tout pour pas y aller, là, pour dire qu'elle est quand même sortie de là, pied devant, comme on dit. Puis, je fais une autre parenthèse. Dans le rapport de la commission vient, il y a toujours quand même bien 23 témoignages de personnes qui ont parlé de cette institution-là. Donc, juste pour dire que ce n'est pas la première fois là, que c'est mentionné ou qu'il y a des personnes là, qui dénoncent le traitement physio. D'autres citations ici, voilà. À chaque visite, on lui a demandé si elle voulait se faire ligaturer les troncs. C'était devenu une question hebdomadaire qui revenait à chaque visite. Elle a dit qu'elle ne voulait pas.
À l'approche de la date de son accouchement, elle voyait le médecin 2 ou 3 fois par semaine et on lui posait toujours la même question à chacune de ses fois. Quand on pense parfois, on s'en parlait tantôt, non, c'est pas de quoi je parlais de ça, je m'excuse, c'est une autre personne. Tu sais, on sait qu'il y a plusieurs femmes non autochtones qui nous ont apporté le fait d'avoir voulu avoir une ligature, puis c'est compliqué. Il faut demander 2 fois pour voir un deuxième médecin, tu ne l'as pas facilement. Ce n'est pas quelque chose qui est une procédure là, qui est facilement acceptée. Et dans le cas de plusieurs femmes autochtones, vraisemblablement, c'est le cas. Une autre dit ici, des participantes entendent des propos au sujet de nouvelles mères à l'hôpital comme encore elle devrait se faire ligaturer. Elle devrait se faire retirer tous les enfants qu'elle a eus, etc. Une autre dit, il m'a dit, le médecin, on va te faire la ligature des troncs. J'ai dit, non, j'en veux pas. Je ne veux pas avoir cette ligature-là. Je veux avoir d'autres enfants, moi, plus tard. Vous ne trouvez pas que vous en avez assez, là? C'est assez, il faut que ça cesse. Il faut que ça arrête. Tous les enfants que vous avez mis au monde vont tous vivre dans la misère. Moi, celui-là est particulièrement intense comme témoignage. Donc, vous voyez, même comment des femmes vont être pourchassées, en fait, durant tout leur parcours dans les soins de santé avec ce stéréotype-là ou ce préjugé-là, voilà, ce qu'on fait chercher, qui vraisemblablement rentre avant elle à l'hôpital. Le dernier des constats, c'est quelque chose qui nous a aussi surpris, c'est l'âge des patients concernés, puis les circonstances là, de la stérilisation. Donc, entre le début de l'âge adulte et la mi-trentaine, c'est quand très jeune. La majorité d'entre elles n'avaient pas de conditions médicales relatives à la grossesse ou à l'accouchement qui auraient pu prédisposer à ça. C'est une intervention qui a été faite en plus, je peux dire. Plusieurs expriment clairement le souhait d'avoir d'autres enfants, donc comprennent mal par la suite qu'on ne les ait pas entendus à ce sujet-là. Certaines vont développer des problèmes osseux, oui, et dentaires importants avec une hystérectomie, comme je vous l'ai dit tantôt, là, après une vingtaine d'années sans traitement hormonal. Et aussi l'absence d'information et de discussion sur les méthodes contraceptives non permanentes, parce que, on disait, il y en a quand même plusieurs autres qui peuvent être proposées. Elle ne voulait pas m'aider plus que ça, parce que tu sais, à l'âge que j'avais quand j'ai eu l'hystérectomie, je me trouvais jeune. Je trouvais que c'était un peu jeune pour me donner cette option-là seulement. Parce que là, en plus, l'hystérectomie. Une autre dit, je n'ai jamais eu d'enfant par la suite, puis je me suis toujours posé la question, pourquoi je ne suis pas capable? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Est-ce qu'ils m'ont coupé? Est-ce qu'ils m'ont attaché? Parce qu'il y a l'expression qu'on dit clipper les troncs, donc attaché. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils m'ont fait. Ils ont peut-être fait quelque chose là-dedans que je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai comme vécu. Ça a été très, très dur. Plusieurs femmes aussi nous racontaient, comment, dans leur couple, par la suite, avec leur conjoint, les choses ont changé, la communication quasiment rompue. C'est ça, ça va avoir brisé beaucoup plus que juste un système reproductif. Puis il y a d'autres femmes aussi qui nous racontaient qu'elles avaient par la suite des pressions sociales très fortes parce qu'on présupposait que vu qu'elles étaient stériles, elles pouvaient avoir du libertinage, aller voir d'autres hommes plus facilement, en guillemets. Donc, il y a beaucoup de conséquences au-delà du couple ou de la famille immédiate. Donc, les jeunes femmes sont trop stigmatisées aussi parce que là, les gens le savent. Nous, dans les communautés, parfois, là, c'est un peu difficile de tout garder secret et ça fait en sorte que certaines se sont étiquetées comme ça, là, supposant qu'elles étaient plus libres. Donc, ça n'aide pas à éliminer les préjugés qui nous pourchassent déjà, qui nous poursuivent déjà, qui nous précèdent déjà. En conclusion, force est de constater que l'analyse des témoignages recueillis dans le cadre de la présente recherche, juxtaposée aux conclusions de récents travaux de recherche menés sur les enjeux auxquels font face les Premières Nations et les Inuits dans les services publics au Québec. Je parlais du rapport de la Commission Bien, mais il y a aussi d'autres documents, d'autres recherches qui nous convergent vers un constat clair, soit la présence de racisme systémique. Citation ici. Une autre participante exprime sa colère face aux circonstances qui l'ont incité à contacter l'équipe de recherche en affirmant que c'est le décès de Joyce Echaquan qui l'a motivé à parler, afin que cet événement ne se répète plus.
Elle dit, je suis vraiment choquée de ce qu'elles ont fait. Quand je pense à ce qu'ils ont fait à cette femme, en référence au décès de Joyce, elles ont tué cette femme. Puis, ce qu'on a subi, nous aussi, c'était vraiment raciste là-bas, à cet hôpital-là. Je n'étais vraiment pas bien. Et dans ce cas-ci, c'est un peu particulier. La dame a un certain âge, donc c'est pas récent, là, des événements comme ça dans les hôpitaux. Elle racontait qu'elles avaient été évacuées en avion, plusieurs femmes enceintes de la même communauté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les routes comme aujourd'hui. Et on les avait pas les unes après les autres pour les faire accoucher tout en même temps, puis être en mesure de les renvoyer par après, sauver des coûts probablement, puis faire one-shot des deux. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect de la recherche qu'on voulait peut-être explorer davantage les prochaines fois. On n'a pas parlé de provocation médicale. Une autre dit, enfin, pendant son entrevue, une participante affirme qu'elle serait prête à se joindre à un recours collectif éventuel. C'est une question qu'on avait pour voir leur intérêt. Si nous sommes assez nombreuses, je crois que je serais prête à témoigner avec un peu de chance à mon âge. Je serais prise au sérieux. C'est ça. Je serais prise au sérieux. Il y en a qui ont un sens de l'humour. Donc, en conclusion, plusieurs des points de convergence et des similitudes entre les différents témoignages. Ça, c'est quelque chose qui nous a aussi impressionnés parce qu'on avait deux femmes qui ne se connaissent pas, de deux nations différentes, qui s'expriment en Innu, en Anishinaabe, anglais, français. On subit pratiquement la même expérience dans deux régions complètement opposées du Québec. On se disait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que leur histoire est si similaire d'un bout à l'autre? Là, je parle juste du Québec. On peut facilement faire des parallèles avec les autres témoignages des ce sont des situations rapportées dans l'ensemble de la province, je viens de dire, récurrence et persistance dans cette violence des droits des femmes des Premières Nations inuites, si on regarde l'échelle temporelle dont il est question. Il y a également un continuum de violence obstétricale et gynécologique vécu par les participants lors de leur passage dans les hôpitaux québécois. Et il semble y avoir un double standard en matière de ligature des fronts, c'est ce que je disais tantôt, versus les femmes non autochtones pour qui c'est plus complexe d'avoir accès à cette procédure. Donc, au total, nous avons également formulé 31 recommandations qui s'adressent autant aux instances des Premières Nations inuites que gouvernementales et aussi évidemment aux ordres professionnels de la santé. Ce sont des recommandations qui ont été formulées par les participantes à travers les entrevues ou encore par nous-mêmes, par l'équipe de recherche avec l'analyse qu'on a fait. Donc, les prochaines étapes, c'est la mise en œuvre de ces recommandations-là. La rédaction d'un article scientifique sur lequel Patricia est présentement en train de travailler et ça fait partie de sa thèse de doctorat également. Et voici le lien Internet que vous pouvez visiter. Sur la même page, vous allez retrouver les faits saillants de cette recherche-ci, le rapport complet, l'enregistrement d'une conférence que j'ai donnée à l'UQAC en décembre dernier en anglais comme en français, tout ça. Les recommandations dont je vous parle, une déclaration d'engagement que l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a signée a adopté au moment du dépôt du rapport en novembre dernier. Donc, ça donne un appui quand même majeur là, à ce qu'il faut faire suite à ce rapport-là. Sur la même page, on offre du support et un accompagnement pour les femmes qui ont accès à cette page-là. Et évidemment, une revue de presse aussi, là, parce qu'une des retombées un peu inattendues de ce rapport-là, c'est au-delà de 70 articles dans les journaux, en anglais comme en français, au Québec, au Canada, en France, en Angleterre, aux États-Unis, peut-être ailleurs dans le monde, je ne sais pas encore. Et une vingtaine de reportages radio, télé, web, etc. Donc, c'est quand même une retombée à laquelle on ne s'attendait pas. Là. Ça a été intense, je vous dirais, au lendemain du dépôt du rapport. Vous avez ici nos coordonnées, à moins Patricia, si jamais vous voulez nous contacter. Et je voulais terminer en disant, oui, une des recommandations principales, en fait, la première, qui est à mon sens la plus importante, elles le sont toutes, là, mais une qui m'interpelle particulièrement, ça dit simplement qu'il faut écouter et croire la voix des femmes autochtones quand elles osent enfin s'exprimer sur un sujet aussi sensible que celui-là. Pendant longtemps, on a ignoré la parole des femmes autochtones.
On a mis en doute la dénonciation dans le cas de Val-d'Or en 2015. Ça a été ça. Le lendemain, dans les journaux, c'était ouais, mais il faudrait voir là, si tu risques à raconte. Ça commence bien l'investigation. Et on a vu ça à travers le temps aussi, à plusieurs événements, plusieurs reprises. Là, la parole des peuples autochtones, des femmes principalement, a été régulièrement mise en doute. Et c'est comme s'il fallait prouver doublement plus les traumatismes auxquels on fait face pour être enfin pris à quelque part. Donc, c'est la première recommandation. Les autres sont plus d'ordre, soit juridique, des changements au code de déontologie, au code civil du Québec, différents. Évidemment, la formation obligatoire sur ces enjeux-là dans tous les programmes, les dignes de renom, ça va de soi. Et d'autres recommandations aussi là, dans l'investissement, notamment dans la prévention, parce qu'il y a peu, justement, d'investissement fait, ça c'est partout, vous allez me dire, bien sûr, mais aussi en milieu autochtone, que les femmes sachent, les jeunes femmes surtout, sachent ce que sont leurs droits, c'est quoi le consentement, c'est où la ligne entre oui, je veux et non, je veux pas. Bien comprendre ces notions-là pour être en mode affirmatif devant peu importe qui, là, médecin ou autre, quand il est question de notre santé, dans ce cas-ci, reproductive. Voilà. Merci. On va vous laisser 30 secondes pour vous poser un peu, puis on va ouvrir une période de questions.